Donc le but de l'exercice, c'est d'établir le profil de vitesse d'un écoulement laminaire d'un fluide visqueux dans un tuyau cylindrique. Comme on vient de le voir, ça a des applications dans plein de domaines, des pipelines jusqu'aux vaisseaux sanguins. Donc les hypothèses, c'est qu'on est en écoulement permanent d'un fluide visqueux et on est en régime laminaire, c'est-à-dire que les lignes de courant sont bien rectilignes. Donc ça veut dire que le nombre de Reynolds, il est plus petit que 2000. Et donc ce qu'on va démontrer, c'est que la pression va dépendre de la variable Z et qu'elle va même décroître linéairement. Alors ça, c'est intéressant parce que ça veut dire que quand vous faites des prises de pression statiques du fluide à intervalles réguliers sur le tuyau, voyez, donc là, le fluide est au repos, dans chacune des colonnes, là, le fluide s'écoule. Pour mettre en évidence que la pression, c'est ce qu'on appelle la perte de charge, décroît linéairement avec Z, ça veut dire que les surfaces libres ici, elles vont être alignées. D'accord? Donc ça, c'est ce qu'on appelle la perte de charge. Donc c'est simplement la chute de pression le long d'une canalisation. Donc ça, avec un fluide parfait, vous ne l'avez pas. Hein, avec un fluide parfait, il n'y a aucune raison pour que la pression diminue au fur et à mesure de l'écoulement. Mais avec un fluide réel, c'est ce qui se passe en pratique, la pression est plus forte à l'entrée qu'à la sortie et donc la pression, elle diminue. Donc on va voir qu'on va utiliser deux techniques différentes pour mettre en équation le Poiseuil, l'écoulement de Poiseuil. Donc on va utiliser l'équation de Navier-Stokes. Donc pour ça, il faudra qu'on nous donne le Laplacien en coordonnées cylindriques. Et la deuxième méthode qu'on va utiliser, c'est de faire un bilan de force. On verra ça sur un système bien choisi dans le tuyau. Donc le point de départ, c'est l'équation de Navier-Stokes. Donc ρ fois l'accélération locale plus l'accélération convective. Alors qu'on peut écrire de deux façons différentes. Aussi on peut l'écrire gradient de V carré sur 2 plus rotationnel de V vectoriel V. Donc égale l'équivalent volumique des forces de pesanteur, l'équivalent volumique des forces de pression et l'équivalent volumique des forces de viscosité. Alors on ne va pas tout de suite commencer la démonstration en cylindrique, mais on va la commencer en cartésien. Alors vous allez voir, c'est parce qu'en fait, quand on est en coordonnées cartésiennes, on peut démontrer des petites choses qui sont plus difficiles à démontrer quand on est en coordonnées cylindriques. Donc ça, c'est des petits aspects techniques. Bon, donc on est en régime permanent, l'accélération locale est nulle. Si on se place en coordonnées cylindriques, donc l'hypothèse, c'est qu'elle est dirigée selon Z, mais a priori, pourquoi pas, elle pourrait dépendre de X, Y et Z et dirigée selon UZ. Donc ça, c'est l'hypothèse de départ sur la forme de l'écoulement. Z, c'est l'axe du tuyau. Donc, l'écoulement étant incompressible, le fluide étant incompressible, si c'est un liquide, donc div de V égale 0, divergence de V égale 0, donc nabla appliqué à V égale 0. Étienne, tu peux me rappeler comment on forme la divergence ? Ok, bon, alors ici, la vitesse, elle est dirigée suivant Z. Alors, il n'y a pas de Vy, il n'y a pas de Vx. Et donc, on voit que la dérivée partielle de V par rapport à Z est nulle. Donc, vous voyez, pour ça, je n'ai pas besoin de la divergence en cylindrique. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant. Donc, ça veut dire que la vitesse, elle ne dépend pas de Z. Et si elle ne dépend pas de Z, bon, intuitivement, ça se comprend. Si le débit se conserve, il faut que le profil de vitesse soit invariant selon Z, en régime permanent. Et pour un fluide incompressible. Le débit volumique, le débit massique, les deux vont se conserver. Donc ça, c'était le premier petit résultat. Donc la vitesse ne dépend pas de Z. Alors, deuxième petit résultat qu'on va démontrer, que la pression est la même en tout point d'un plan de section droite et que le long d'une ligne de courant, P a un gradient constant. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va projeter cette relation-là dans les coordonnées cartésiennes.
Alors, dans les coordonnées cartésiennes, qu'est-ce qu'on va avoir? On pourrait peut-être fabriquer l'opérateur V scalaire grade en cartésien. Alors, comment on fabrique V scalaire grade? Vous vous souvenez? Donc, V scalaire grade, ça va faire Vx d sur dx. Faites formellement l'opérateur V scalaire nabla. Donc, Vx d sur dx plus Vy d sur dy plus Vz d sur dz. Donc, je vous encourage toujours à préparer l'opérateur V scalaire grade avant de l'appliquer. Donc, Vx est nul, Vy est nul. Donc, il ne reste que ce terme-là. Alors, si on l'applique à la vitesse, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, ça veut dire qu'on l'applique à Vx, à Vy et à Vz. Donc, ça fait un vecteur. Donc, V scalaire grade appliqué à la vitesse. Donc, je vous rappelle l'importance des parenthèses. Donc, ça veut dire qu'ici, on va mettre la vitesse, les trois coordonnées. Mais ici, il n'y a qu'une vitesse sur Vz. Donc, directement, je pourrais écrire que ça fait Vz, d sur dz, de Vz, mais qui dépend de x et de y, d'après ce qu'on vient de démontrer. Donc, vous voyez qu'en fait, ce terme-là est nul. Et donc, on a démontré que l'accélération convective est nulle. Donc là, l'opérateur V scalaire grade, il était assez utile. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus, sur l'utilisation de l'opérateur V scalaire grade? C'est bon pour tout le monde? Donc, finalement, on s'aperçoit que la dérivée particulière de la vitesse est nulle. Alors, ça, c'est pas tellement étonnant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous prenez une particule de fluide et quand vous la suivez dans son mouvement, elle garde sa vitesse. Donc, c'est normal un peu que son accélération, sa dérivée particulière de la vitesse soit nulle. Donc, finalement, on voit qu'on a un équilibre entre ces trois forces. Alors, on va négliger l'effet de la pesanteur. Et donc, on va se retrouver avec un équilibre entre donc, gradient P est égal à état Laplacien V. Donc, on est en cartésien. On a dit qu'on allait le faire en cartésien dans un premier temps. Alors, qu'est-ce que c'est que le Laplacien de la vitesse? Ouais, on fait Laplacien Vx, Laplacien Vy, Laplacien Vz. Alors maintenant, comment on fabrique le Laplacien? Bon, déjà, Vx et Vy sont nuls, donc ça, c'est vite vu. Laplacien de Vz, comment on le fabrique? Plus dvz sur dy carré sur dz2. Donc, cette dérivée, elle est nulle puisqu'on a vu que... Ouais, ok, Thomas. Donc, on a vu que ça ne dépendait pas de z. Donc, il reste uniquement ces deux termes. Alors, on s'aperçoit aussi que donc, dp sur dx, dp sur dy sont nuls. Donc, le champ de pression qui est un scalaire qui, a priori, dépendait des trois variables x, y et z, finalement, on s'aperçoit qu'il ne dépend ni de x ni de y. Donc, ça veut dire qu'il dépendra que de z. D'accord? Effectivement, dans un plan perpendiculaire à l'écoulement, la pression est uniforme. On peut même aller plus loin, parce que si on prend cette équation, vu que P ne dépend que de Z, regardez, dP sur dz ne dépend que de Z. Ici, Vz dépend de X et de Y. Donc, d'un côté du signe égal, regardez bien, vous avez, ça c'est des raisonnements qu'on a déjà fait, vous savez, quand on séparait les variables avec l'équation des ondes, et qu'on disait d'un côté ça dépend de X, de l'autre côté ça dépend du temps, et ça doit être vrai quel que soit T, quel que soit X. Là, regardez, vous avez un truc qui dépend que de X et de Y. Là, vous avez un truc qui dépend que de Z. Comment est-ce que c'est possible? Pour tout Z, pour tout X, pour tout Y, il faut que tout ça, ce soit une constante. Donc, qu'est-ce qu'on a démontré? Je vais mettre une dérivée droite puisque P dépend que de Z. C'est que le gradient de pression est une constante le long de l'écoulement. Donc ça, c'est ce que j'avais expliqué avec ma perte de charge, là, le fait que, vous voyez, les surfaces libres vont être, qui mesurent la pression dans le fluide, vont être alignées, hein, puisque ça fait P0 plus ρGH. Donc comme la pression décroît linéairement, c'est pour ça que les surfaces libres sont régulièrement alignées les unes avec les autres. Alors pour calculer ce truc-là, comment on fait? Généralement, ce qu'on fixe, c'est vous avez un tuyau, on va prendre une longueur L, du tuyau, on va donner la pression à l'entrée et la pression à la sortie. Et donc, ce gradient de pression, ça va être la variation de pression, P2 moins P1, sortie moins entrée, divisé par la longueur totale. Donc, c'est comme ça qu'on l'évalue. Hein, voilà.
Alors, la suite. Donc maintenant qu'on sait que le gradient de pression, il est uniquement selon Z et qu'il est constant, eh bien on peut utiliser l'équation de Navier-Stokes. Donc l'équation de Navier-Stokes qui se réduit à gradient P égale à état Laplacien V, c'est-à-dire un équilibre entre les forces de pression volumique et les forces de viscosité volumique. Bon, il faut qu'on vous donne le Laplacien en cylindrique si on veut aller plus loin. Parce que là, maintenant, on veut trouver le champ des vitesses. Alors, le Laplacien en cylindrique, on va le donner. Ne l'apprenez évidemment pas par cœur. Donc, pour un champ qui ne dépend que de R et qui est dirigé selon Z, donc voilà l'expression du Laplacien ici. Donc, vous voyez, vous ne pouvez pas le fabriquer avec un pseudo-nabla, ça ne fonctionnera pas. Hein, ça ne fonctionnera pas. Des questions? C'est bon? Tout est bon? Alors, coordonnées du gradient en cylindrique. Donc maintenant, on va travailler dans les cylindriques. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez le tuyau. Donc on a l'axe Z qui est comme ça. Donc ça signifie que quand on prend la particule, le vecteur ER, vous voyez, on a couché les cylindriques. Hein, c'est ça que ça veut dire. Donc le vecteur ER, il vient vers nous, vers le haut. Le vecteur Eθ, il vient vers nous. Et le vecteur EZ, donc, il est dirigé dans ce sens. Donc la vitesse, avec ces coordonnées-là, elle dépend de R, mais elle est dirigée selon le vecteur EZ. Alors le gradient de la pression, dP sur dr, 1 sur R dP sur dθ et dP sur dz. Donc dans la base ER, Eθ, EZ. Donc le Laplacien V, il va être dirigé uniquement selon EZ pour une vitesse qui dépend que de R. Donc là, il n'y a pas de composante. Et puis je vais mettre des dérivées droites, hein, étant donné que V ne dépend que de R. Donc voilà la relation. Alors, on sait que la pression va être invariante par rotation, qu'elle est invariante selon R, donc parce qu'elle était invariante par X et Y, et que ce gradient, en fait, c'est une constante. Tristan, tu as une question? Comment je trouve quoi? Alors, comment je trouve le gradient de pression? Si tu sais que la dérivée, de la pression par rapport à Z est une constante, cette constante, tu l'évalues en disant que c'est un delta P sur delta Z. Donc delta P, c'est P2, c'est la pente en fait, hein, c'est P2 moins P1 sur L. Ça va? Alors, donc voilà l'équation à résoudre. Ça, je vais l'appeler K. Vous voyez, je vais l'appeler K pour bien montrer que c'est une constante. Bon, ou alors on peut dire que c'est donc P2 moins P1 sur L, donc égal à 1 sur R, D sur dr, de R, dV sur dr. Bon, alors, comme d'habitude, qu'est-ce qu'on va dire? Oui, restez groupir. Ne faites pas exploser la dérivée parce que sinon vous allez avoir une équation non linéaire que vous ne saurez plus résoudre. Donc on va séparer les variables. Hein, donc ça c'est le petit côté technique. Donc D sur dr de R dV sur dr est égal à R P2 moins P1 sur L. Donc on intègre par rapport à R une première fois. Donc R dV sur dr est égal à R carré sur 2 P2 moins P1 sur L plus une constante d'intégration, ne l'oubliez pas a priori. Je divise par R. Maintenant, je peux isoler dV sur dr. Donc ça fait R sur 2 P2 moins P1 sur L plus cette constante divisée par R. Maxime? Ah non, parce que tu as démontré que comme P ne dépend pas de X et de Y, sa dérivée ne peut pas en dépendre non plus. Tu vois, tu peux faire un raisonnement par l'absurde, parce que si ça en dépendait, ça voudrait dire que P, il dépend de X et de Y aussi. Hein, donc ça dépend que de Z. Oui.
Le état, il disparaît. Non, il disparaît pas. Merci. Il est là, bien sûr qu'il est là. Alors, voilà. Il est là. Alors, c'est très bien. Donc, regardez, la constante ici, on va la prendre égale à 0. Donc, pourquoi on va la prendre égale à 0 ? Bah parce qu'il faut que dV sur dr soit défini en R égale 0. Donc, dV sur dr égale à donc R sur 2 états P2 moins P1 sur L. Et donc, on va intégrer encore une fois. Donc, ça va nous faire V de R est égal à R carré sur 4 états L, P2 moins P1, plus constante d'intégration qu'il ne faut pas oublier. Et donc, alors, les conditions limites, très important. Donc, on va les rappeler. Donc, les conditions limites, c'est que au bord de la canalisation, la vitesse va s'annuler. D'accord ? Ça, c'est la condition limite du fluide visqueux. Et donc, ça va nous faire P2 moins P1 sur 4 état L, R carré moins A carré. Donc, on va mettre A carré en facteur. Donc, ça va faire P1, je change le signe de la parenthèse, là, P1 moins P2 sur 4 états L A carré, facteur de 1 moins R carré sur A carré. Donc, le profil, c'est le profil parabolique qu'on vient de voir. Donc, R, évidemment, il ne peut pas être négatif, hein. Donc, ça veut dire que là, vous partez de la vitesse maximum et vous avez un profil qui va s'annuler ici au bord. Donc, évidemment, c'est ce profil qu'on reproduit souvent symétriquement de l'autre côté, hein, sur le tuyau qui est là-haut. Alors maintenant, j'aimerais vous montrer comment on peut la démontrer sans avoir le Laplacien en coordonnées cylindriques. Donc, on prend donc toujours l'écoulement. Les hypothèses sont les mêmes, c'est-à-dire que V est de la forme V de R EZ. Et ce qu'on va faire, cette fois-ci, c'est un bilan de force. Alors, on va changer de système puisqu'on ne va pas utiliser l'équation de Navier-Stokes. On va faire un bilan de force sur un cylindre de rayon petit r et de longueur h. Et ce qu'on va dire, c'est que, ou de longueur L, on va l'appeler L. Donc longueur L. Et donc ce qu'on va dire, c'est qu'à l'entrée, la pression vaut P1, je vais réutiliser ces notations-là, et à la sortie, la pression vaut P2. Alors regardez, quand vous suivez ce système dans son mouvement, en fait, son centre de gravité, qui est au milieu, va avoir un mouvement de translation rectiligne uniforme. Donc on peut considérer que c'est le théorème du centre d'inertie. Vous voyez, ce n'est pas un système élémentaire. Donc l'accélération du centre de gravité par rapport au sol est nulle. Et donc en fait, ce système, il est pseudo-isolé, c'est-à-dire que la somme des forces qui s'exercent sur lui va être égale à 0. Alors comme tout à l'heure, on va négliger le poids. Donc on va avoir une force de pression à l'entrée, une force de pression à la sortie. Alors je vous rappelle que les forces de pression, elles sont toujours dirigées vers l'intérieur du système. Et on va avoir les forces de viscosité. Alors pour évaluer les forces de viscosité, vous savez comment on fait? On a notre petite formule. Alors, nous, on a une formule qui était df sur ds est égal à eta dvx sur dy. Donc ça fonctionne dans quelle géométrie d'écoulement? C'est quand vous avez un écoulement donc selon x,
mais avec une vitesse qui varie selon Y. Hein, par exemple, l'écoulement de Couette-Plan. Bon, alors, normalement, vous n'êtes pas autorisé à généraliser cette formule à un autre système de coordonnées qu'en cartésien. Mais ici, on va voir que ça va marcher. C'est-à-dire que, on l'admet. C'est-à-dire qu'ici, regardez, vous avez des forces visqueuses tout autour du cylindre qui s'exercent de la part du fluide environnant sur le fluide qui est à l'intérieur. Alors, comment évaluer ces forces de viscosité? Je vous ai expliqué que cette relation-là, il faut toujours la prendre en valeur absolue. Donc, nous, ici, on a un gradient de vitesse, mais ce gradient, il est selon R. Et est-ce qu'on peut deviner comment la vitesse varie selon R? Eh bien oui, parce que comme la vitesse s'annule ici au bord, ça veut dire que la vitesse est maximum. Alors, bon, on connaît déjà le résultat parce qu'on l'a fait avec l'équation de Navier-Stokes. Mais le profil, il est décroissant à partir du centre, puisqu'on sait que par adhérence, les particules de fluide, leur vitesse va s'annuler au bord. Donc, ça veut dire que les particules qui sont à l'extérieur, est-ce qu'elles vont freiner ou est-ce qu'elles vont accélérer le fluide qui est dans ce système-là? Marie? Ça va freiner. Donc, on va avoir une force qui va être état dV sur dr. Ouais, je remplace dV sur dy par dV sur dr. Et je vais multiplier par la surface latérale. Ça veut dire que j'intègre déjà toute cette affaire sur la surface latérale. Alors, comment je fais? Je prends mes ciseaux, je découpe. Donc, ça me fait du 2pi r L vecteur UZ. Alors, maintenant, il faut algébriser. Est-ce que j'ai le bon signe? Regardez, ça, c'est la façon la plus simple d'établir l'équation différentielle. Parce que vous voyez que là, je n'ai pas besoin ni de l'équation de Navier-Stokes, ni du Laplacien en coordonnées cylindriques. C'est vraiment ce qu'il y a de plus rapide, vous voyez, avec les moyens du bord. Donc, est-ce que j'ai le bon signe? Alors, dV sur dr, n'oubliez pas, il est algébrique. Je pourrais être tenté de mettre un moins en me disant c'est une force de freinage. Mais dV sur dr, il est de quel signe? Il est lui-même négatif. Donc, on a le bon signe. Et quand on isole dV sur dr, donc on va voir si on réobtient la même équation que tout à l'heure. Donc, on aura P2 moins P1 sur L état de, les pistes simplifient. Et donc, on a R. Voilà. Est-ce que c'est la même que tout à l'heure? Ben oui, c'est la même. Donc, je ne vais pas la réintégrer, hein, évidemment. Ça nous mène à la même chose. Oui, Marie? Mais quand on dit que dV sur dr est négatif, au départ, on n'est pas censé savoir qu'elle est négative. Ben, c'est ce que je te dis. Si tu le sais par un argument physique, il est négatif dV sur dr. Parce que quand tu t'éloignes du bord, tu sais que la vitesse, elle va s'annuler ici. Donc forcément, ça veut dire qu'elle est plus élevée au centre que sur les côtés. Sinon, il n'y aurait pas d'écoulement dans le tuyau. Tu vois? Donc voilà. Donc ça nous mène au profil de Poiseuil. Alors, on va maintenant démontrer ce qu'on appelle la loi de Poiseuil. Donc je redescends ce tableau-là parce que c'est là qu'on a la formule. Donc la loi de Poiseuil qui nous donne le débit volumique. Alors, on va voir que cette loi, elle est super importante. Et elle va nous mener à la notion de résistance hydraulique. Donc dV, c'est l'intégrale de VDS. Bon, mais là, il y a une vraie petite difficulté. Pourquoi? Donc parce que là, vous avez Z. Alors, est-ce que je peux faire comme je fais très souvent quand je calcule les débits, le produit de V par la surface? Je ne peux pas. Pourquoi? Parce que V n'est pas uniforme sur la section. Quand est-ce que je peux, dans ce produit scalaire, dire c'est V fois la surface? C'est quand V est uniforme. Il n'est pas uniforme. Donc, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je fasse un découpage. Quelqu'un peut me dire quel découpage il faudrait que je fasse dans cette surface? Alors, pas les 5,5, les 3,5. V dépend de quelle variable? Il dépend de R. Donc, on va faire entre R et R plus dr. Donc, voilà déjà le point de départ. Ça, il faut que vous sachiez le faire. Donc, vous découpez en couronne concentrique de rayon petit r comprise entre R et R plus dr pour effectuer ce produit scalaire puisque V dépend de R. Donc, ça va nous faire intégrale de V de R
fois la valeur de la couronne, donc 2 pi RdR de 0 à A. Donc après, c'est qu'un petit calcul. Donc la valeur de la couronne, vous vous souvenez comment on l'a? Donc on la prend, on coupe, hein, ça nous fait une bandelette de longueur le périmètre et d'épaisseur dr. Donc ça va nous faire donc P1 moins P2 sur 4 eta L A carré facteur 2. Donc là, l'intégrale maintenant. Donc intégrale de 1 moins R carré sur A carré. Donc le 2pi, je peux le sortir aussi. 2pi dr entre 0 et A. Et il y a un R aussi là. RdR entre 0 et A. P1 moins P2, qui est la diminution de pression sur 2 eta L A carré. Donc RdR, donc ça va nous donner du A carré sur 2, moins, donc là j'ai du R cube, donc ça me fait du A4 sur 4 A carré. Donc vérifiez bien l'homogénéité, hein, dans votre parenthèse, vous devez trouver des termes de même exposant. Et donc ça fait pi sur P1 moins P2 sur eta L. Donc là, je vais récupérer du A à la puissance 4. 1 demi moins 1 quart, donc 1 huitième. Donc évidemment, vous n'apprenez pas cette formule par cœur, mais elle est très très utile et très connue. Elle nous servira dans d'autres exercices. Ça s'appelle la loi de Poiseuille. D'accord? La loi de Poiseuille. Alors, c'est le débit volumique. Si vous voulez le débit massique, il suffit de multiplier par ρ, puisqu'on a supposé que le fluide était incompressible. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec cette loi de Poiseuille? Eh bien, on peut faire des analogies avec l'électricité et même avec la diffusion thermique. Et ça, c'est très utile, parce que quand vous avez des tuyauteries avec des ramifications, des dérivations, eh bien, vous pouvez traiter ça comme des circuits électriques avec des lois des nœuds, des lois des mailles, et exactement comme on fait avec des résistances thermiques, comme vous avez appris à le faire. Vous savez, les résistances thermiques s'additionnent en série, les conductances en parallèle, et donc certaines situations, par exemple pour isoler une maison, hein, les murs sont en parallèle, les couches sur un mur sont en série. Vous pouvez faire exactement pareil avec les résistances hydrauliques. Est-ce que vous devinez comment on peut définir la résistance hydraulique par analogie avec la résistance électrique? Qu'est-ce que c'est qu'une résistance? Une impédance plus généralement. C'est toujours... Hein, R est égal à U sur I. U, c'est la différence de potentiel. Donc, c'est la cause sur la conséquence qui est exprimée généralement sous forme d'un flux de quelque chose. Donc, ici, qu'est-ce que ça va être? Qu'est-ce qui fait que le fluide s'écoule dans le tuyau? Eh bien, c'est qu'à l'entrée, il y a une pression qui est plus forte qu'à la sortie. Donc, ça pousse. Donc, la différence ici, c'est... Alors, attention, c'est la diminution, hein, qu'il faut prendre. Il faut se mettre en convention récepteur, hein, comme quand vous prenez la tension aux bandes d'une résistance. Vous voyez, vous faites U moins RI. Et après, donc, la conséquence de ça, c'est le flux. Et le flux, il est exprimé sous forme du débit volumique. Vous voyez, donc, la définition de la résistance hydraulique, qui n'est évidemment pas en ohms, hein, mais... c'est le quotient d'une pression divisé par... On aurait pu prendre le débit massique, là, mais la tradition ici, c'est de prendre le débit volumique. Donc, qu'est-ce que ça nous fait, ça? Donc, ça, c'est voilà, c'est très, très utile. Donc, ça fait 8 eta L sur pi A4. Donc, ça représente la résistance hydraulique du tronçon. Et évidemment, vous pouvez les mettre en série. Vous voyez, c'est proportionnel à la longueur. Donc, vous pouvez les mettre en série. Et vous additionnez les résistances hydrauliques en série, en faisant des relations de Schall, vous voyez, sur les pressions, comme vous faites avec les températures ou avec les potentiels. Donc l'analogue de ça, si on fait un petit tableau d'analogie, donc l'analogue de ça, donc en électricité, on a une résistance électrique, on la repère traditionnellement en convention récepteur, donc vous avez un potentiel V1, V2, une tension U, et vous avez une intensité I. Donc l'analogue du potentiel en mécanique des fluides, c'est la pression.
en diffusion thermique, c'est la température. L'analogue de l'intensité qui est le flux du vecteur J, densité volumique de courant. Alors celui-là, je crois qu'on ne l'a pas encore vu parce qu'on n'a pas encore fait l'électromagnétisme. Mais bientôt, on verra qu'il y a l'analogue d'un vecteur J. Ben ici, ça va être l'analogue, ça va être le flux du vecteur VDS. Donc c'est-à-dire c'est le débit volumique. Et là, évidemment, c'est le flux thermique en watts. Hein, donc c'est l'intégrale de JTH ds, JTH donné par la loi de Fourier. Donc vous voyez l'analogie. Alors on peut démontrer une petite formule sur la résistance d'un tronçon cylindrique en électricité. Donc ça on le fera bientôt parce qu'on n'a pas encore fait ce petit paragraphe-là. Mais si vous avez donc un fil de conductivité gamma de section S et de longueur L, on peut démontrer que la résistance électrique, ça vaut L sur gamma S. Alors il y a une comparaison intéressante là. Parce qu'il y a des analogies, mais il y a des grandes différences. Est-ce que la résistance hydraulique est comme la résistance électrique inversement proportionnelle à la section? Regardez. Donc là, elle est inversement proportionnelle, non pas à la section, mais elle est en A4. Donc elle est proportionnelle à la section au carré. Vous voyez ça? À la section au carré. Et ça, c'est très important parce que ça montre quoi? Ça montre qu'une petite diminution dans le diamètre de la canalisation, ça peut produire une grosse chute au niveau du débit pour une différence de pression donnée. On peut faire une petite application numérique. Alors, je crois que vous l'avez. Donc, si vous avez une canalisation avec un diamètre de 12 mm, et que vous passez à un diamètre de 10 mm, alors vous avez multiplié la résistance hydraulique par 1,2 à la puissance 4. Hein, c'est le rapport des diamètres puisque ça dépend en A4. Et donc, vous avez multiplié la résistance hydraulique par 2. Donc, en passant de 12 mm à 10 mm, vous avez multiplié la résistance hydraulique par 2. Ce qui signifie quoi? Ce qui signifie que si vous avez un tuyau, vous avez une différence de pression entre l'entrée et la sortie. Le débit volumique, donc c'est I égale à U sur R, hein, c'est-à-dire P1 moins P2 sur la résistance hydraulique dans l'analogie. Vous voyez que si vous multipliez la résistance hydraulique par 2, ça veut dire que vous avez divisé le débit volumique par 2. Donc vous voyez l'importance de cette dépendance. Voilà, il vaut mieux pas avoir les artères bouchées, autrement dit.